Oui, on a le plaisir d'écouter à nouveau Karine Clément, donc, qui va nous parler du microbiote et des cibles, comme une cible thérapeutique d'avenir et sur des possibles tests diagnostiques. Alors, donc, si on reprend, on fait le point de l'après-midi, donc il y a des constats, un certain nombre de questions. Donc, vous avez vu que dans les données animales, on montre bien le lien causal entre microbiote et prise de poids. Données humaines, il y a des modifications de la diversité, lien avec sensibilité à l'insuline et les processus inflammatoires. On a évoqué certaines bactéries particulières. J'ai pris l'exemple d'Akkermansia mucinifila, mais il y en a d'autres. Et ce que j'ai mentionné peut-être assez rapidement, mais on l'a évoqué aussi plusieurs fois, pas mal des relations qu'on trouve finalement entre changement du microbiote et phénotype cardiométabolique dépendent de l'alimentation. Donc la question, c'est effectivement de voir quel type d'intervention pourrait moduler le microbiote intestinal. Et je prendrai l'exemple des modifications diététiques, mais aussi du bypass, parce que je sais qu'en particulier à La Réunion, il y a pas mal de patients opérés de chirurgie bariatrique. Et donc, les questions qui peuvent se poser, c'est ce type d'intervention, finalement, aussi modifie-t-elle les signatures, les changements qu'on observe dans le temps, et dans le temps, pour combien de temps ? Enfin, ouverture vers une nouvelle piste thérapeutique. Alors, en fait, en tant que médecin, la question qui se pose quand même dans le futur, c'est que la recherche sur le microbiote va à toute vitesse, on avance sur les processus physiopathologiques, mais bien sûr, la question qu'on doit se poser, c'est finalement, si on agit sur le microbiote, on agira chez qui ? Et vous le savez bien, que ce soit ces maladies métaboliques, le diabète de type 2, sont des maladies extrêmement hétérogènes. Et en fait, ce sont des patients avec des stades de progression différents. Si on agit sur quoi ? Est-ce qu'on va agir sur l'alimentation ? Je reviendrai sur les pré-probiotiques, les métabolites, l'histoire des transferts de microbiote ou des combinaisons. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Finalement, dans le diabète de type 2, on a quand même une panoplie thérapeutique assez importante. Pourquoi agir ? Et aussi, la question, c'est finalement, est-ce qu'on veut contrôler le poids ou est-ce qu'on veut contrôler les complications ? C'est un autre point également. Où agir ? Agitons par le microbiote directement, la barrière intestinale, l'hôte, rappelez-vous, les processus inflammatoires importants ou des actions combinées. Et puis quand ? Là aussi, je pense que c'est important, puisqu'il y a des trajectoires de patients extrêmement différents. Et je vous ai mentionné, par exemple, que dans l'obésité sévère, 75% des malades, en fait, avaient une perte de diversité du microbiote. Donc la question qui se pose, c'est est-ce trop tard ? Peut-on encore le moduler ? Alors, là aussi, vous êtes bien au courant de ça, différents types d'obésité, androïde versus gynoïde, différents types de répartition du tissu graisseux, chez des personnes qui vont avoir, par exemple, beaucoup de tissu sous-cutané abdominal ou d'autres qui vont en avoir peut-être moins, mais avoir beaucoup de graisse intra-abdominale. Et vous savez que dans ces cas-là, il y a effectivement des niveaux de résistance à l'insuline et de risque différents. Alors, si on revient sur les enjeux de la stratification. Donc on a déjà vu cette diapositive tout à l'heure, faible diversité, forte diversité et modification des phénotypes. Donc en fait, on peut se dire, voilà, comment on pourrait repérer demain ces personnes. Alors Olivier tout à l'heure a mentionné les techniques de séquençage, et effectivement, ces techniques se démocratisent, elles étaient très coûteuses il y a quelques années, et les coûts diminuent. Juste, je vous donne une idée de ce qui est fait en particulier par le séquençage direct, et je vous l'ai mentionné un peu tout à l'heure déjà, on calcule finalement la présence ou l'absence de gènes. Donc ça paraît comme ça relativement simple, mais ce sont des matrices énormes, puisqu'en fait, avec le séquençage du génome bactérien, on sait maintenant que plus on séquence de population, plus on identifie des gènes, et donc c'est à peu près 10 millions de gènes. Donc vous voyez qu'il faut pouvoir traiter cette information. Donc ça donne un peu le vertige, en fait, cette quantité de gènes, mais en tout cas, on crée des matrices avec la présence ou l'absence. Et au sein de ces matrices, on a identifié aujourd'hui des marqueurs de la perte de diversité. Donc en fait, une des questions du topo, c'était est-ce qu'on est proche du diagnostic ? J'ai envie de dire on n'est pas très loin, parce que même si on a d'énormes matrices, on peut aller cibler directement certains gènes, en particulier associés à la perte de richesse. Ce qu'on peut faire aussi, puisqu'on a accès directement aux gènes, c'est regarder, en fait, on va les grouper et on va les annoter. Donc on peut avoir une idée des espèces qui sont changées.
et aussi des fonctions qui sont modifiées. Et là encore, on va pouvoir avoir accès à la connaissance. C'est votre patient, il a une perte de richesse, ou bien au contraire, il a une flore riche. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de modification de fonction? Et encore une fois, je pense qu'on n'est pas très loin. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, oui, ça peut aider à la stratification des malades. Alors, si on revient sur les moyens de moduler le microbiome, finalement, il faut qu'on considère la diversité, l'abondance de certaines espèces, et il y en a plusieurs. On a vu les facteurs fabriqués par la bactérie, notamment par la métabolomique, puis vous avez votre patient, avec le mode de vie, l'alimentation, on a évoqué l'exercice, des facteurs inhérents à sa condition, des facteurs génétiques qu'on ne connaît pas bien, l'âge, le sexe, et puis ses comorbidités. Donc on peut mener différents types d'interventions, de perte de poids, on a évoqué les différents aspects, pré-probiotiques, probiotiques de nouvelle génération, des compléments alimentaires, le transfert de microbiote. Donc on attend un certain nombre d'effets que vous voyez ici, donc changement de l'écosystème, changement de diversité, d'abondance, et puis modification des métaboliques. Mais aujourd'hui, ce qui est extrêmement difficile, c'est que finalement, on doit encore accumuler des preuves sur ce qu'on voudrait bien voir de façon significative pour une série de patients donnés, qui sont ces changements inflammatoires, l'amélioration du métabolisme, des modifications des fonctions immunes et la réduction des complications. Et là, on n'y est pas encore tout à fait, parce que pour ce qui est pré- et probiotique sur le marché, en fait, on n'a pas de niveau de preuve aujourd'hui suffisant. Alors, voyons maintenant quelques exemples. Alimentation, futur probiotique et chirurgie bariatrique. Alors, cette diapositive est un peu compliquée, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a évoqué les différents types de régimes. En fait, quand on a effectivement un régime riche en fibres, faible en graisse, faible en protéines animales, on va jouer sur la diversité. Ça a bien été regardé dans pas mal d'études. On va diminuer les protéobactéries et puis ça va modifier la production d'acides gras à chaîne courte, dont Jacques Amar a parlé tout à l'heure. Si vous avez un régime qui est plutôt riche en graisse, en sucre raffiné, en protéines animales, vous allez avoir, et qu'il y a peu de fibres fermentables, en fait, il y a des modifications de la diversité avec une baisse de diversité. Et dans ces cas-là, on a plutôt des métabolites défavorables, et également des changements d'acides aminés. Et une série d'acides aminés fabriqués par le microbiote s'appelle les acides aminés branchés, qui sont liés à la résistance à l'insuline. Donc l'alimentation joue un rôle important. Alors je reviens sur cette étude qu'on a menée il y a quelque temps maintenant, une cinquantaine de sujets, restriction énergétique de 6 semaines et une phase de stabilisation de 12 semaines. Donc, au départ, c'est une étude pilote et je vous ai dit, voilà, on était capable d'augmenter la diversité du microbiote, augmentation de 30% de la diversité, et en particulier chez ceux qui avaient un microbiote pauvre au départ. Alors, qu'est-ce qui était différent dans ce régime par rapport au régime traditionnel? C'est que finalement, on avait la même réduction calorique, simplement, ce régime était enrichi finalement en glucides à faible index glycémique, un peu en protéines, mais surtout, vous voyez, c'est ce que vous avez ici, je me bats un peu avec le pointeur là, il y avait effectivement plus de fibres de topinambour, et en fait, le topinambour, c'est riche en inuline, et donc qui est un prébiotique. Et également, vous voyez ici, on voit des artichauts, l'ail, les asperges. Donc ces différents types d'aliments. Donc en fait, c'était vraiment une modification qualitative du régime, bien que d'un point de vue finalement quantitatif, ça ne changeait pas grand-chose avec les régimes habituels. Alors, probiotiques versus prébiotiques. On fait le point tout de suite sur les probiotiques. Aujourd'hui, quand on regarde, j'ai regardé sur le web, 300 000 produits dans le monde vendus en tant que probiotiques. 300 000. Aujourd'hui, il n'y a pas la preuve vraiment très claire de l'effet significatif des probiotiques qui sont essentiellement des bifidobactéries ou des lactobacilles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des méta-analyses et que ces méta-analyses montrent quoi? Montrent que, en général, les effets sont faibles, qu'il vaut mieux avoir des combinaisons de probiotiques si effet il y a par rapport à un seul probiotique, et qu'enfin, quand on a des niveaux, par exemple, d'inflammation un petit peu plus élevés, peut-être il peut y avoir certains effets. Mais vraiment, le message, c'est, il y a vraiment un effet important marketing, mais pas encore vraiment des preuves scientifiques très formelles par rapport à ces probiotiques. Prébiotiques, ça c'est également intéressant.
et c'est tout le contexte des fibres alimentaires. Donc on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, je vais aller vite, fermentation, production d'acides gras à chaîne courte, la chicorée par exemple, très importante, source de probiotiques, et donc ça va produire tous ces acides gras à chaîne courte dont on a vu les effets métaboliques tout à l'heure. Donc effectivement, ces prébiotiques, ce qui a été montré, c'est que ça augmente la satiété et le GLP-1 produit par l'intestin. Dans plusieurs études, il y a un effet sur l'index de masse corporelle et l'augmentation des peptides intestinaux. Ils améliorent également les altérations hépatiques. Et puis, ce qu'on voit, c'est que dans pas mal d'études où on fait l'analyse métagénomique, lorsqu'on donne des probiotiques, on va augmenter le taux de bactéries, comme encore une fois Akkermansia mucinifila et Faecalibacterium prausnitzii, qui ont plutôt des propriétés anti-inflammatoires et intéressantes pour la santé métabolique. Là encore, prudence, on a besoin de plus d'études chez l'homme. Sur l'alimentation, là tout à l'heure, on a aussi évoqué le régime méditerranéen. Alors cette étude était assez intéressante puisqu'il s'agissait de comparer le régime méditerranéen avec finalement un régime pauvre en graisse. Et on a mentionné l'intérêt du régime méditerranéen sur la réduction du risque cardio-métabolique. Et en fait, dans cette étude, ce qui était montré, c'est que la dysbiose était réversée chez les personnes obèses, mais l'effet n'était pas vu sur le poids, il était vu sur l'amélioration des paramètres métaboliques dans ce cas-là. Donc rappelez-vous, la question c'est qu'est-ce qu'on cible? Est-ce qu'on cible le poids ou l'amélioration des facteurs de risque cardio-métaboliques? Alors, Akkermansia mucinifila, on l'a évoqué, probiotiques considérés comme de 3e génération, une étude clinique en cours, et donc on attend les résultats, mais attention à l'écosystème global des patients. Chirurgie bariatrique, vous le savez, différents types d'interventions, perte de poids majeure maintenue au long terme, amélioration des risques cardio-métaboliques et aussi de l'inflammation systémique et tissulaire. Alors comment le microbiote change dans ces cas-là? En fait, en particulier pour le bypass, il a toutes les raisons de changer ce microbiote après la chirurgie de l'obésité, puisqu'en fait, on va changer le pH, et l'acidité est très importante pour le développement bactérien. On va modifier le mouvement intestinal, là aussi ça change le microbiote. On va changer les acides biliaires, on va modifier les sécrétions des incrétines, et en particulier le GLP-1 et d'autres. Et bien sûr, les patients vont changer leur comportement alimentaire et leur cognition. Il y a par exemple des études aujourd'hui sur le choix cognitif de l'alimentation, sur par exemple la capacité, c'est assez amusant, la capacité d'estimer le prix des aliments avant et après chirurgie bariatrique. Après chirurgie bariatrique, on estime mieux, curieusement. Et également, ce qui a été bien montré par plusieurs études, c'est qu'effectivement, il y a des modifications après chirurgie de l'obésité avec quelque chose d'intriguant qu'on retrouve dans pas mal d'études, qui est l'augmentation des protéobactéries. Donc ça, c'est un peu surprenant, mais également l'augmentation d'Akkermansia mucinifila et la baisse de certains firmicutes. Donc, quand on va plus loin dans ces études, on retrouve qu'effectivement, il existe des bactéries associées aux améliorations métaboliques. Mais le message que je voulais vous donner, c'est que, rappelez-vous, 75% des patients sont profondément dysbiotiques avant l'intervention et la plupart restent dysbiotiques. Et ça, on l'a montré aujourd'hui par une étude qu'on essaie de publier. Et en fait, ils restent quand même avec un microbiote altéré. Le futur. Qu'est-ce qu'on peut attendre du futur? Et c'est ce qu'on, finalement, on aimerait développer, qui sont ces enjeux d'une médecine peut-être de précision avec l'aide des biomarqueurs, et en particulier pour améliorer la santé du microbiote. Alors, il y a plusieurs, d'un point de vue conceptuel, il y a plusieurs choses qui sont en cours aujourd'hui, d'un point de vue pilote, et notamment avec l'analyse des données à très haut débit. Rappelez-vous, 10 millions de gènes, ça donne un peu le vertige, donc en fait, il faut des bioinformaticiens pour traiter ces informations. Mais en fait, on peut combiner la connaissance sur la richesse, la connaissance sur les fonctions, certaines bactéries spécifiques, le rôle des métabolites et le rôle de facteurs environnementaux. Alors, ce qu'on avait fait avec des collègues suédois, c'est qu'on avait travaillé sur ce domaine et travaillé sur ce qui s'appelait la Casino Toolbox. Rien à voir avec le grand magasin Casino, rien à voir. On avait simplement combiné les informations. Et ce qui était amusant dans ce modèle, cet algorithme, dans lequel on avait également ajouté le régime alimentaire des patients, c'est que l'algorithme était capable de prédire qu'est-ce que la personne devrait changer dans ses consommations.
Alors vous voyez ici riz, pain, yogourt, etc. Qu'est-ce qui devrait finalement changer dans ces consommations pour atteindre le niveau d'un microbiote sain en comparaison à des contrôles? Alors c'est ce type d'approche qui est aujourd'hui développée par des combinaisons algorithmiques. Un autre exemple assez intéressant, réalisé en fait par des collègues en Israël, chez des personnes diabétiques, je termine, chez des personnes diabétiques, dans lequel ils ont combiné l'étude du microbiote, des tests sanguins, des questionnaires, des données anthropométriques et des apports alimentaires. Et dans le même esprit, ils ont combiné, intégré ces données. Et en fait, ils ont vu que finalement, il y avait, alors vous voyez, ça s'appelle une heatmap, et en fait, il y avait des changements du microbiote en fonction des réponses individuelles. Et ce qui était testé, c'était la tolérance au glucose à un repas test. Et il montrait que finalement, en fonction des profils de réponse des personnes, il y avait des répondeurs différents, il y avait des bactéries différentes associées à ces réponses. Donc on touche du doigt un tout petit peu l'évolution des choses et l'enjeu de l'intégration des données. Je termine par l'effet du transfert de microbiote. Donc il y a des données actuellement, en particulier dans le diabète de type 2. Là, il y a un papier qui est sorti il y a une semaine ou deux. Mais je vous montre un autre article un peu plus ancien. En fait, dans cette étude, l'idée, c'était de prendre des personnes diabétiques de type 2, de leur transférer soit leur propre flore, soit la flore de donneurs sains. Et en fait, ce qui a été montré, c'est qu'au bout de 6 semaines, il y avait une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Mais ce que dit le collègue qui a fait ces études, c'est que quand on suit sur le long terme, il y a une résilience, c'est-à-dire que les gens reviennent en fait à leur niveau antérieur. Et d'autre part, oui, ça c'est aussi important, il y a des bons et des mauvais donneurs. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Karine, pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je vais commencer avec une question. Est-ce que tu as observé une corrélation entre les patients qui restaient très dysbiotiques et ceux qui étaient moins dysbiotiques après chirurgie de l'obésité et la reprise de poids? Parce que c'est vrai qu'on sait que chez une certaine partie de ces patients, s'ils ne font pas attention, effectivement, le poids a tendance à réaugmenter. Mais est-ce qu'il y a une relation avec la richesse du microbiote? Alors, on n'est pas encore à ce niveau de suivi, mais on va le faire. On regarde deux choses, la reprise pondérale et aussi la résolution du diabète. Parce qu'en fait, on a identifié certains groupes bactériens très associés au statut diabétique, en particulier au contrôle, enfin la résolution déjà à 1 an. Et on va voir. Là on les a suivis. Aujourd'hui, c'est un suivi entre 1 et 3 ans. C'est un peu tôt, donc il faut qu'on attende encore un petit peu. Mais effectivement, donc je ne peux pas te répondre précisément là-dessus, mais on va voir ce que ça va donner, bien sûr. Les enjeux de la dysbiose sur le suivi long terme, ça fait partie des questions. Alors j'ai discuté de ça, on a évoqué le monsieur là qui a trouvé le TMAO, lui c'est ce qu'il dit. Il dit qu'en fonction des aspects acides-bases, en fait, l'écosystème bactérien va se comporter différemment. Parce qu'en fait, dans la machinerie cellulaire, dans les processus vraiment fondamentaux du fonctionnement des bactéries, l'enjeu acide-base est majeur apparemment. Donc ça, c'est vraiment de la microbio pure et dure. Est-ce qu'il y a une interférence avec le microbiote et les anticoagulants, leur efficacité? Oui, alors on a évoqué plusieurs choses. On a évoqué les médicaments, effectivement, pour raison de temps, je ne pouvais pas trop l'aborder ici, mais il y a beaucoup de données maintenant qui commencent à venir. On a évoqué les statines, on a évoqué des médicaments cardiovasculaires. Bon, les anticoagulants, ça commence à venir, on commence à voir des effets. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part que certains des effets de médicaments, typiquement la metformine. Ce qui a été montré, c'est que ça change beaucoup le microbiote et il est proposé que certains des effets bénéfiques de la metformine pourraient passer par le microbiote. Pour certains médicaments comme les anticoagulants et l'antiarythmique qui est la digoxine, ce qui a été montré, c'est qu'en fonction du profil initial du microbiote des patients, il y aurait des réponses différentes sur l'efficacité des médicaments. Donc on peut imaginer que, et donc le collègue qui fait ça aux États-Unis est en train de regarder plus en détail les anticoagulants, et en fait on est en train de le faire aussi dans une étude européenne qui s'appelle Métacardis, dans laquelle on a des patients à différents stades de leur maladie cardio-métabolique, on regarde l'impact des médicaments sur le microbiote.
en fait, est-ce que vous imaginez que ces approches thérapeutiques vont être évaluées comme des médicaments? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des placebos de probiotiques, qu'on fasse des essais sur des critères durs, ou finalement, est-ce qu'il y a une stratégie, on va dire, industrielle de se dire, après tout, ça fait pas de mal, c'est pas vraiment un médicament, ça nous a été rappelé par le premier orateur sur la différence entre allégation et indication, et de surfer là-dessus en se disant, on n'a pas besoin de passer le filtre des essais cliniques, la comparaison au placebo, les critères durs. Comment vous voyez l'évolution de l'évaluation? En fait, il y avait une réunion il y a 2 semaines à l'Académie de médecine où cette question a été abordée. Ce qui est clair, c'est que, le transfert de microbiote global, c'est considéré comme un médicament. 2, les probiotiques de 3e génération vont être traités de la même façon et probablement même de façon plus sévère encore que certains médicaments. Il y avait les représentants des agences réglementaires qui étaient là. Donc, c'est regardé vraiment à la loupe par ces agences parce qu'on a parfois l'impression que peut-être on est en train d'aller plus vite que la musique sur certains aspects, c'est-à-dire qu'il y a une production de données extrêmement rapide, extrêmement importante avec effectivement des pharma déjà impliqués en fait dans ces aspects-là. Une des questions, c'est les modifications aussi génétiques de certains probiotiques qui posent quand même question parce que en fait, il y a des transferts de gènes directs entre les bactéries. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées par ça. Donc la réponse est oui, ça passera par les mêmes standards que les approches pharma de nouveaux médicaments. Oui. Est-ce que pour les études, vous les faites aussi dans le sens... Je ne vous vois pas, vous êtes où? Ah voilà, d'accord, pardon. Dans le sens anorexie, cachexie et microbiote. Oui, alors pareil, il y a des études en mémoire qui sont faites. Il y a un point commun entre anorexie, cachexie également, cachexie liée au cancer. Les collègues belges font ça aujourd'hui. Il y a un point commun qui est l'inflammation bas grade, en fait, qui est retrouvée également dans ces pathologies. Et effectivement, il y a des données aujourd'hui sur des changements en particulier spécifiques liés à la cachexie du cancer, où on voit effectivement des modifications importantes du microbiote avec certains facteurs associés aux modifications inflammatoires. Dans l'anorexie mentale, il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dedans également. Ouais. Bon, s'il n'y a plus de questions, c'est la fin de la session. Merci beaucoup, Karine. Merci à tous les orateurs.